Dans One Piece, une des intrigues les plus intéressantes, c'est les intrigues qui sont liées à l'histoire, à ce qui s'est passé dans le passé. On a eu des éléments un petit peu du passé historique de One Piece et ça a commencé à Alabasta avec deux éléments précis qui nous ont été présentés par le personnage de Crocodile. Un, les armes antiques, ce qui signifie qu'il y a des armes du passé suffisamment dangereuses et suffisamment puissantes pour attirer un grand corsaire crocodile et lui permettre de prendre le contrôle sur le monde. Et également les poneglyphes, c'est-à-dire des secrets du passé qui sont si importants que quelqu'un comme Crocodile souhaite les découvrir, là aussi pour prendre le pouvoir. Dans One Piece, le passé est donc synonyme de pouvoir. Mais on a réussi à mettre un mot sur ces vestiges du passé, de l'ancien temps, pendant le flashback d'Ohara, où on nous a présenté le flashback du siècle oublié. Et là, c'est encore plus intriguant, puisqu'on nous explique que si les vainqueurs, ceux qui gouvernent actuellement le monde, nous cachent un siècle, c'est que forcément, il y a un loup, il y a une intrigue, il y a quelque chose à cacher. Pourquoi est-ce que le gouvernement, représenté par la marine, donc représenté par des gens qui devraient être bons, qui devraient protéger le peuple, cache-t-il une histoire qui s'est passée il y a 100 ans et l'intrigue se porte sur un élément crucial. Quelle est la valeur du pouvoir qui est mise en place ? Est-ce que le pouvoir actuellement en place est légitime ? Et c'est une intrigue autour de laquelle s'est figé pas mal d'autres intrigues. Finalement, on a les possesseurs du dé, on a peut-être les armes antiques, on a peut-être la source du pouvoir du gouvernement, de Im-sama, du Gorosei, on a plein d'intrigues qui se sont aujourd'hui centralisées sur le siècle oublié, comme Joy Boy aussi par exemple, mais depuis la fresque, même si on avait des éléments qui nous indiquaient qu'il y avait un monde avant ce siècle oublié, bien sûr le château d'Alabasta à 4000 ans d'ancienneté, l'arbre d'Ohara à 5000 ans d'ancienneté, mais mis à part ces deux dates, on n'avait pas vraiment d'éléments sur la période qui s'est déroulée avant le siècle oublié. Mais depuis la fresque, on apprend qu'il y avait un monde avant le siècle oublié, un monde antique qui s'est déroulé bien avant cette période qui est cachée par le gouvernement. Et en plus d'avoir ce monde, on a maintenant des personnages. Le personnage de Nika vient de ce monde antique, le serpent rouge vient de ce monde antique, et dans ce chapitre 1144 de One Piece, on a un robot qui est daté d'après Lilith, donc le docteur Vegapunk d'il y a 3000 ans. On a de plus en plus d'éléments sur une période qui serait antérieure au siècle oublié et qui nous paraît bien plus magique, bien plus intéressante et bien plus intrigante concernant le monde de One Piece. Et la question que je me pose et que j'avais déjà développée dans une vidéo, puisqu'on sait que ce monde était technologiquement très avancé, on le sait par rapport à la fresque, on le devine par rapport au robot, est-ce que par hasard, le monde d'il y a 3000 ans, d'il y a 4000 ans, d'il y a 5000 ans ne serait pas notre propre monde? Est-ce que le One Piece ne serait pas notre propre réalité? On ne serait donc plus sur une fiction, mais sur une dystopie de notre monde. Et ça pourrait être particulièrement intéressant. On a la même chose, attention spoiler, dans Dune. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de Dune au cinéma, et c'est en lisant les livres que je me suis rendu compte qu'en fait, Dune est le futur de notre monde. La Terre a existé jadis dans le monde de Dune. Et on risquerait d'avoir la même chose dans One Piece, découvrir peut-être à la fin de l'œuvre que finalement, le monde de One Piece ne serait que notre futur à nous, humains, qui aurait abusé des ressources naturelles de la Terre, ce qu'on appelle le soleil interdit dans la fresque du Hailey, et qui aurait amené à différents cataclysmes, à différentes créatures, à différents pouvoirs qui se seraient battus, défendus, et qui auraient façonné différemment le monde, submergeant les flots un petit peu comme dans Walter World et créant presque 5000 ans plus tard le monde de One Piece. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me donner directement ton avis
en commentaire concernant l'histoire de One Piece ou plus précisément ce chapitre, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la vidéo mon frérot et bien sûr à partager cette vidéo à l'intégralité de tes amis, c'est hyper important. Pour le chapitre, l'organisation que semble privilégier Eiichiro Oda, c'est de mettre d'un côté les géants qui vont affronter les créatures qui sont matérialisées et qui proviennent des cauchemars des enfants, et les Mugiwara vont plus ou moins s'occuper des chevaliers divins. Je pense que c'est beaucoup plus simple au niveau du dessin de faire des adversaires de même taille et que ça peut un petit peu complexifier la compréhension et la narration si on devait avoir des géants qui affrontent des humains de petite taille et vice versa. Et je pense que c'est vers là qu'on va tendre, puisque déjà dans ce chapitre on peut voir les géants qui vont affronter Draugr, Fenrir, espèce de Nerir, enfin toutes ces grosses créatures qui viennent un petit peu de la mythologie nordique. On les voit indirectement, le dragon, le loup affronter les géants. Ce sont finalement des ennemis de même taille et on commence déjà à avoir des dialogues qui nous présentent que les Mugiwara pourraient intervenir si on a des ennemis qui sont directement à leur taille. On a donc un petit peu une façon de gagner du temps de la part de l'auteur avec des confrontations, mais je pense qu'on va aller très vite sur les confrontations des Mugiwara contre les chevaliers divins, puisque les géants arrivent tant bien que mal à mettre en péril les différentes créatures qui menacent Elbaf, surtout qu'à la fin du chapitre on voit Draggy Braggy faire directement un Hokaku et briser la nuque du dragon géant. Bon, je pense qu'on va encore avoir 2-3 chapitres sur les créatures les plus spectaculaires. On pense bien sûr à Dark Nika d'un côté et à la représentation de Loki dans l'autre, ce qui va permettre un petit peu aux Mugiwara de mener l'enquête. Même dans ce chapitre, on voit que Saul est occupé avec Fenrir, ce qui laisse un petit peu le champ libre à Nico Robin. Ils vont donc très certainement aller affronter les chevaliers divins. Quant à eux, on a encore une image assez spéciale de la part de Genko qui semble un petit peu vraiment dénotée par rapport à ses amis chevaliers divins qui ont l'air beaucoup plus cruels, Summers et Killingham. Et ça fait plusieurs points où on peut voir qu'elle est quand même assez différente dans son approche et dans les actions qu'elle est en train de faire. 1. Elle a peur de Nika, elle l'a spécifié. 2. Elle n'a pas le mot saint devant son prénom. Genko, ça ressemble un peu à un surnom, donc on dirait qu'elle vient pas forcément de famille royale, contrairement à Shamrock, Summers et Killingham. Et 3. Elle écoute le son de Brook. Apparemment, c'est une habitude qu'elle fait après ses repas. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle retourne sa veste. Beaucoup me disent en commentaire que c'est certainement une ancienne chevalier divin, peut-être une infiltrée, etc. Mais je pense que ce personnage va être beaucoup plus complexe qu'on l'imagine concernant le camp qu'elle risque de choisir. À la fin, bien sûr, le ratiboiseur qui se pointe directement dans la mêlée va aussi avoir sa part de lumière dans cet affrontement. Est-ce que c'est lui qui va affronter Dark Nika ou peut-être même Loki? Mais je suis pressé qu'on aille après cet affrontement pour voir le début de l'histoire d'Elbaf. Pour l'instant, on ne sait toujours pas vers où on va. Est-ce que c'est un arc court, 3-4 tomes? Est-ce que ça va être un arc long, une dizaine de tomes? Mais pour que ça soit un arc long, il faut finalement quelque chose à nous raconter. Bien sûr, ces chapitres de combat vont très certainement être espacés par des chapitres flashback d'explication de Loki. Rappelez-vous, dans la fin de chapitre de semaine dernière, Loki commençait à nous expliquer le pourquoi du comment de sa confrontation avec Harald et du meurtre du roi. Une fois qu'on aura bouclé ce flashback et ces combats, qu'est-ce qui va nous rester? Voilà pour l'interprétation de ce chapitre. N'hésite pas à me donner bien sûr ton avis en commentaire concernant cette analyse, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le maximum de pouces bleus et bien sûr à partager cette vidéo. Je vous dis à mardi pour les spoilers. À ciao, bye bye bye. Bye bye bye.